j'ai traduit de l'anglais, vous m'aidez. Donc là, le discours d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai préparé pour un TED Talk qu'ils m'ont invité à faire à Italie. Je ne sais pas si vous connaissez TED, c'est Technology Entertainment Design, c'est un cycle de conférences partout dans le monde sur des thématiques normalement scientifiques, mais aussi d'autres choses. Donc là, dans ma ville, en Italie, ils s'organisaient le premier TED Talk de la ville, donc ils ont appelé un peu les gens qui connaissaient, les organisateurs connaissaient, pour expliquer leurs modérateurs. Donc là, ça a donné peut-être un peu plus, et c'est une chose un peu particulière par rapport à la thématique de recherche, une chose qui m'a pris beaucoup de temps. Ça commence avec moi à 6 ans. Donc à 6 ans, j'étais à 1m36 cm. Quand je savais que 6 par 6, c'est 36, je pensais qu'à 7 ans, je serais devenu 1m49, à 8, 1m64, à 9, 1m81, et à 10, 1m100 cm. Et comme je ne comprenais pas vraiment la signification d'un mètre 100 cm, parce que je n'avais pas fait les équivalences, donc je ne comprenais pas, j'ai dit ok, je vais être content d'être 1m81, que c'est ma taille maintenant. Donc là, aujourd'hui, je vais vous essayer de convaincre de pourquoi je suis convaincu qu'on est fait de la même matière des rêves. Et donc pour commencer ce voyage ensemble, après on reviendra sur cette slide, on part avec la biomimétique. Donc la biomimétique, c'est une nouvelle discipline qui nous aide à améliorer les processus et la technologie humaine par l'utilisation et l'étude de ce que la nature peut nous offrir. Et donc là, par rapport par exemple à cette figure, on a le Actium, c'est cette plante-là, et donc on doit à l'inventeur du velcro la capacité de penser, de réfléchir sur comment les cides, les graines de cette plante s'attachaient ténacieusement à hair de son chien. Okay? Et donc il a essayé de comprendre pourquoi il s'attachait tellement bien. Et donc il a inventé le velcro, que c'est le vélo crochet que vous connaissez, et donc, qui est capable de s'attacher sur n'importe quel tissu. Donc un autre exemple, c'est la feuille de lotus, qui est capable de faire rouler les gouttes d'eau qui tombent sur cette plante. Et donc on l'a utilisé pour étudier des matériaux qui sont capables d'être imperméables et de faire rouler l'eau, donc waterproof. Après, on doit aux termites la capacité de créer ces structures qui peut-être ne sont pas super jolies à voir, mais qui sont super bien ventilées, qui sont à une température constante dedans, etc. Et donc le design des nouveaux bâtiments qu'on fait, c'est inspiré par les termites. Très bien. Et donc après, l'exemple que j'aime plus, là, c'est les abeilles qui font cette danse que vous voyez au milieu, donc c'est là qu'ils dansent, et avec la direction de sa danse par rapport à la verticale des nests, comme on dit en général. La ruche. La ruche. Ah, la ruche. De la ruche, elle indique la direction où les autres abeilles peuvent trouver, là j'ai un slide pour expliquer mieux. Donc par rapport, donc la verticale de la ruche, c'est le soleil, et donc l'angle, c'est l'angle d'où il doit aller les autres abeilles pour trouver la nourriture. Après aussi, les vibrations qu'il fait au milieu, ils sont des choses qu'ils indiquent aussi d'autres choses comme la qualité de la nourriture ou la distance, donc l'énergie qu'ils doivent mettre pour arriver sur la nourriture. Et donc c'est exceptionnel, non? Donc on est tout convaincu que la nature elle nous offre des choses super jolies, super sympas, bien, qu'on doit étudier pour s'inspirer. Par contre, ce que nous, on fait à la nature, c'est ça. C'est la pollution, déforestation, création de soucis qui cassent toujours l'équilibre de la nature. Donc là, je me suis demandé pourquoi on a cette vision de la nature qu'on doit exploiter de quelque façon, on doit utiliser, on peut s'inspirer, mais en même temps, on la détruit. Et donc là, je suis allé un peu en arrière avec les philosophes, les mentalités qu'on a construites à fur et à mesure du temps. Et donc, je suis arrivé jusqu'à Descartes, qui disait que la res cogitans, que c'est l'intelligence humaine, elle doit de quelque façon gérer la res extensa, que c'est cette intelligence, pas intelligence, c'est cette énergie qui est aveugle, qui n'a pas de sens
d'exister par elle-même. Donc c'est un peu l'être humain qui doit gérer, qui doit contrôler les processus de la nature pour les faire marcher comme il devrait. Et là, c'est sympa cette chose, et je pensais que même des scientifiques maintenant, j'ai entendu même des TED Talks où ils disent l'objectif de la science, c'est de comprendre l'univers pour arriver à le contrôler. Imaginez nous qu'on contrôle l'univers, c'est super. Et donc là, je pensais quand je suis arrivé en France, j'ai eu une image de quand je suis arrivé en France en 2010, et donc ils ont commencé à me donner des cours de français. Et donc un des exercices, les premiers qu'on a fait, c'était d'écrire une différence forte qu'on voyait, comme on était tous des chercheurs étrangers, les différences fortes qu'on voyait en France par rapport à notre pays. Donc de mon côté, l'exercice pour moi c'était pour, comme on dit, break the ice. Donc j'ai dit, la chose que j'ai remarqué, c'est que sur le maillot de la nationale de foot française, il y a une étoile, c'est la réalité il y a 4. Désolé, c'est comme ça. Et donc là, c'est pas vraiment sympa, comme vous voyez. Par contre, il y a d'autres personnes qui l'ont fait de façon plus sérieuse. Et donc ils se sont dit, la première chose que j'ai remarqué, par exemple, un chercheur du Chili, il a dit, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en France, les arbres, ils sont carrés. Et là, ça c'est Compiègne, c'est de chez moi, près de la gare. C'est vrai qu'ils sont un peu carrés. Donc là, c'est vrai que c'est bien pour l'arbre de le couper d'une certaine façon, pour le faire grandir mieux, et toutes les choses qu'on sait déjà. Par contre, vous voyez qu'on a cette idée de contrôle de la nature, de contrôler les processus qui est vraiment, vraiment dans notre esprit. Et donc, je me suis posé la question, mais c'est cette énergie qui n'a pas d'intelligence, c'est même Freud, on va pas parler de Descartes, mais Freud, dans début 1900, qui disait que la libido, c'est cette énergie aveugle et unaware, qui n'est pas consciente, qui n'a pas de prise de conscience, en parlant d'une chose humaine, comme la libido. Et donc je me suis dit, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça, cette énergie est vraiment sans intelligence. Et donc je pensais que même le pollen, que même le pollen, si vous pensez, il y a ces petits cheveux, donc il a grandi avec des millions d'années d'évolution, et donc là, il nous montre que quand même il y a l'intelligence de grandir, de faire pousser des cheveux pour voler avec le vent, et c'est diffusé. En même temps, on voit que quand même il y a une prise de conscience du fait qu'il connaît qu'il y a le vent, non? Même un grand école. Et donc, pour moi, je n'arrive pas vraiment à gérer cette chose de considérer la nature comme quelque chose qui n'a pas d'intelligence. Ou que l'intelligence est aveugle. Et donc là, je pense que c'est pour une chose qui est bien résumée par l'expériment mental de l'infinite singe. Donc là, l'expériment, ils disent qu'il faut réfléchir et penser à des infinites singes qui s'écrivent sur des claviers pour un temps infini. Et donc, à un certain point, il s'arriverait sûrement à écrire, il y a une probabilité quand même que ça va se passer, qu'il s'écrit toutes les œuvres, par exemple, de Shakespeare, à un certain moment. Et après, le moment après, il tombe de nouveau dans la casualité des choses qu'il tapait avant. Et donc, c'est ça notre peur, je pense, comme être humain, que cette intelligence, on doit la canaliser, on doit la bloquer, on doit la stabiliser telle qu'elle est, parce que le moment après, si on n'a pas contrôlé bien les choses, on va tomber dans les choses qui passent par hasard, et donc on n'a plus de stabilité. On a peur des choses qui ne sont pas en permanence. Okay? Et donc là, j'ai réfléchi à ce que la science avait produit dans le temps pour améliorer la pensée de Descartes, qui était arrivé au mécanisme classique de Newton, qui nous a amené beaucoup de choses positives, nous a apporté beaucoup de choses positives, mais en même temps, on a déjà dépassé dans la science. Par exemple, avec la relativité. Donc je pensais aux deux disciplines qui sont les briques fondamentales de la science qu'on considère et qu'on étudie maintenant. Donc la première, c'est la relativité. Et donc là, vous voyez cette formulation qui nous dit pratiquement que même l'espace et le temps, tels qu'on les considère, ils ne sont pas absolus comme on pense. Ils sont relatifs à la vitesse avec laquelle le système qui observe, le système observé, il voyage l'un vers l'autre ou contre l'autre.
Et donc ça dépend, la taille des choses n'est pas figée comme on pense, et donc même le temps, il ne s'écoule pas toujours de la même façon dans tous les points de l'univers, parce que ça dépend de l'espace-temps qu'on doit considérer. Et donc même ces concepts qui nous semblent absolus, ils dépendent plutôt d'autres choses. Et là, quelque chose que je veux ajouter, que ça me semblait intéressant, c'est le fait que Einstein est arrivé à cette idée, à cette théorie dans les années 1905, c'est la relativité restreinte et après généralisée, donc début 1900. Et il y avait quelqu'un aussi qui disait des choses comme ça, le temps, l'espace et la causalité sont comme un prisme à travers lequel l'absolu est vu. Dans l'absolu, il n'y a ni temps, ni espace, ni causalité, qui s'assemblent comme plus ou moins la même pensée, non? La même pensée d'Einstein. Après, oui, bien sûr, il faut faire des exceptions et des différences, mais là, c'est qui? C'est un mystique hindouiste qui est vécu plus ou moins dans la même période qu'Einstein, début 1900. Et donc, il est arrivé à la même vérité d'une autre façon. Une contemplation de la nature, une intuition de ce que les choses produisent. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième que je vais vous donner, c'est par rapport à la physique quantique. Donc c'est l'autre brique fondamentale de comment on considère la réalité maintenant. Donc la mécanique quantique, c'est la physique quantique. Là, on a un exemple, après je vais vous dire ce que vous êtes en train de voir. La physique quantique est pleine de petites magies, non? Des choses qu'on n'est pas encore arrivé à comprendre complètement et qui nous surprennent toujours. Donc là, ça c'est le fameux expérience de comprendre si des particules comme les électrons ou les photons, ils sont des particules ou ils sont des ondes. On avait ce souci, on ne comprenait pas la nature de ces particules subatomiques. Et donc, ils ont fait cette expérience, ils ont mis un écran du côté que vous voyez là-bas, et ce panel avec la double fente de ce côté-là. Et après, il y avait un canon de photons qui shot, des électrons, des photons. Et donc, si c'était des particules, ils devaient passer par la double fente et avoir sur l'écran un fond d'où stripes, des photons. Comment? De lignes d'électrons verticales. Par contre, si c'était une onde, c'est ce que vous avez vu, le comportement d'onde, il partait comme une onde, après il y avait des interférences qu'il générait parce qu'il passait par la double fente, et arrivait sur l'écran comme un pattern d'interférences, comme ce que vous voyez. Là, je vous ai montré seulement ces comportements-là. La chose rigolote, c'est que si on met un observateur ici, donc un dispositif électronique qui essaie de comprendre par quelle fente la particule est en train de passer, on découvre qu'elle se comporte comme une particule. Et si on ne la regarde pas, elle se comporte comme une onde. Et donc, c'est quoi? C'est une onde ou c'est une particule? Et donc, la chose qu'ils sont arrivés à définir, c'est tous les deux. C'est un comportement dualiste, je ne sais pas. C'est soit une particule, soit une onde. Et donc, ils sont associés à une fonction d'onde. Ils se sont dit, ça, c'est la fonction d'onde. Après, si cette fonction collapse, c'est, comment on dit collapse? Donc deviennent une particule, et autrement il reste une onde, avec toutes les possibilités que cette onde donne. Donc par exemple, des choses sympas que ces comportements dualistes génèrent, c'est que si on met deux particules, on va dire particules pour s'entendre, mais on a compris que c'est soit particule, soit onde. Si on les met à côté et on les laisse interagir pour un certain temps, ou s'ils sont générés dans le même système de particules, après on peut les mettre même à une distance infinie l'un de l'autre, même d'un côté à l'autre du monde. Si on change une propriété sur une particule, ça va affecter l'autre immédiatement, même plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc ça semble apparemment aussi qu'il va violer la relativité. Non? Et donc ça, c'est une des propriétés qu'on n'est pas arrivé encore à comprendre pourquoi et tout comme ça, mais il y a milliers d'expériments qui montrent que c'est comme ça qu'il marche. Aussi, et donc sur ça, c'est basé aussi de la cryptographie quantiste. Donc on a aussi des applications qui utilisent cet effet, donc qui sont réelles. En même temps, l'autre magie, par exemple, c'est que ce que le Soleil fait. Normalement, s'il y a une barrière de potentiel, ce n'est pas possible de faire passer des particules au-delà de cette barrière, mais si on va au niveau subatomique, ça c'est possible. Ils passent au-delà de cette barrière, et donc par exemple, les protons qui ne peuvent pas rentrer l'un dans l'autre, normalement pour la mécanique classique,
Dans le soleil, comme il y a une énergie super élevée pour la température qu'on a dans le soleil, ils vont se rentrer l'un dans l'autre, même si ça, apparemment, c'est impossible. Donc ils rentrent l'un dans l'autre et ils donnent la lumière et la chaleur qui nous arrive tous les jours. Donc ils sont des effets réels, vous voyez. Et donc là, je me suis posé l'autre question et j'ai dit, mais donc c'est quoi la matière? Et donc j'ai fait l'autre comparaison avec ce que je connais de l'autre côté. Donc là, c'est toujours le côté rationnel qui est la science, les méthodes scientifiques. L'autre côté, c'est le côté intuitif. Et donc, de l'autre côté, je pensais par exemple matière en français, que c'est materia en italien, madeira en espagnol, matter en anglais. Ça a toujours la même, vous voyez, la même racine, ma. Ça vient du sanskrit que ma, c'est la racine. Et ma, en sanskrit, ça signifie créer et en même temps mesurer. Et donc, vous voyez que la matière, ça devient quelque chose qui, à l'origine, c'était une création ou une mesuration. Même maître vient du même mot, échanger la E, la A avec E, ça vient toujours du même mot. Et la chose encore plus sympa, c'est que maya, que c'est un mot indien, sanskrit, signifie illusion. Et donc nous, maintenant, on étudie comme des choses, les briques fondamentales de la matière dans nos laboratoires de physique dans l'ouest du monde, quelque chose que pour l'est du monde, c'était toujours une illusion. Et donc vous voyez que ça commence un peu à arriver au point que on fait quoi? C'est matière ou illusion? Et là, c'est une chose que j'ai trouvée, c'était que même des prix Nobel pour la physique, comme par exemple Erwin Schrödinger, je crois que vous l'avez entendu, prix Nobel pour la physique 1933, je crois, il disait que ça serait une grande erreur de considérer que la science peut donner des réponses plus précises et meilleures de ce que donne le Brahman, que c'est des enseignements des linguistes. Et après, c'était qui? C'est Wolfgang Pauli, c'était un autre prix Nobel 1945 pour la physique. Il travaillait avec Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste, pour arriver à comprendre l'inconscient collectif postulé par Jung dans des études de psychologie et arriver à faire le lien avec la physique quantique. Il disait, je suis convaincu que la physique quantique, elle est adaptée à représenter les processus de notre cerveau et arriver à découvrir qu'on est toute une chose pour cette inconscient collectif qu'on n'est pas capable de comprendre normalement. Et après, le dernier exemple, que c'est encore plus poussé, mais là on rentre après dans la parapsychologie, c'était Eugene, je ne me souviens pas de son nom de famille, attendez, c'est Eugene Wittger, c'est un autre prix Nobel, 63, je crois, là je dois vérifier. Donc il disait que la fonction d'onde dont je vous ai parlé avant, donc c'est une particule ou c'est une onde, il disait la fonction d'onde associée à chaque particule, c'est la conscience humaine qui l'a fait collapser, l'a fait devenir une particule, parce qu'autrement il serait toujours toutes les possibilités. Vous voyez, là ça rentre un peu dans la parapsychologie, il y a des études qui montrent que quelque chose est vrai, quelque chose pas, on n'est pas arrivé à ce niveau-là, mais quand même, j'ai appris des choses de ce que j'ai étudié. Donc j'ai compris, à partir de la relativité, à partir de la physique quantique, que quand on observe quelque chose, on participe à la chose. Et on ne peut pas être dehors, on ne peut pas être dehors la chose par elle-même. On participe même simplement en essayant de faire une mesuration de la chose, on est en train de changer les propriétés de cette chose. Et c'est ce que la physique quantique, Heisenberg, nous dit avec le principe d'indétermination. En même temps que la relativité, il nous dit que les systèmes observés et observateurs, ils sont tous partis d'un seul système, et que c'est leur interaction qui rend réelles les choses. Donc là, c'est mes considérations personnelles, mais attendez, je me suis un peu... Ouais, donc la chose que j'ai compris, pour revenir à la partie mysticisme aussi, c'est qu'on a deux façons de comprendre ces choses. La première, c'est par l'observation, la méthode scientifique, l'expérience et la reproduction de cette expérience, donc ce qu'on appelle la méthode scientifique.
on arrive à comprendre des choses, et ça c'est l'effort que font les physiciens par exemple, pour arriver à voir ce qu'il y a dehors d'où. Dehors, c'est un niveau comme ça qui n'est pas clair, mais que c'est dehors où. Et ça c'est pour les hindouistes par exemple, c'est essayer de découvrir la réalité par le Brahman. Par contre, il y a une autre possibilité, si vous pensez à tous les leaders religieux, ils sont partis à faire des découvertes, ils se sont isolés, Jésus, Mohamed, Bouddha, ils se sont isolés en contemplation, en méditation, ils sont retournés en disant qu'ils ont vu une vérité qu'ils sont transmis aux autres et qui encore nous affecte beaucoup. Donc ça signifie que quand même c'était très fort. On ne sait pas si c'était vrai ou pas, mais quand même on est sûr qu'il nous a affectés pour milliers d'années. Et donc là, l'autre vérité, c'est de s'explorer dedans, au lieu d'aller dehors, comme font les physiciennes, s'explorer dedans pour arriver à une autre vérité, et c'est pour les hindouistes, c'est l'Atman. Et donc la chose intéressante, c'est que pour les hindouistes, à un certain point, la vraie prise de conscience des êtres humains, c'est de comprendre que l'Atman, donc l'introspection, et le Brahman, et c'est l'extrospection, il nous amène à la même réalité. Et donc là, je ne sais pas si ça c'était suffisant pour vous comprendre qu'on est fait de la même matière derrière. Merci. Il y avait la dernière phrase ici. Désolé si je ne me souvenais pas tout. Je ne sais pas si vous avez